Mes chers compatriotes, je fais cette vidéo pour attirer votre attention, l'attention de toutes les Françaises et de tous les Français, et au-delà d'eux, de tous les hommes et femmes sur Terre qui sont amoureux de la France, qui aiment l'histoire de France, qui aiment la présence française, la civilisation française. Je voudrais attirer votre attention de façon solennelle sur le risque désormais réel, sérieux et peut-être imminent de voir la destruction pure et simple de notre pays au cours des prochaines années. C'est un sujet qui est totalement occulté de l'ensemble des médias, également occulté par l'ensemble des responsables politiques, et pourtant un sujet qui est bien réel. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi maintenant ? Parce que il y a une personnalité éminente du monde euro-atlantiste, de l'oligarchie euro-atlantiste, une personnalité encore plus éminente des élites européistes et qui se manifeste dans l'ombre depuis maintenant quelques mois et auquel il faut faire extrêmement attention. Je veux parler de Mario Draghi. Mario Draghi qui a été, vous vous rappelez sans doute, président de la Banque Centrale Européenne. Qui est Monsieur Draghi ? Monsieur Draghi, c'est un Italien qui a 76 ans aujourd'hui et qui a eu une carrière de professeur d'université, de banquier, et puis ensuite qui a eu une carrière assez extraordinaire, une carrière météorique dans la haute finance, puis dans les institutions européennes, puis dans les institutions italiennes. De 2001 à 2005, il a été le vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs International, c'est-à-dire la très grande banque, la plus grande banque d'affaires américaine, présente en Europe. Donc il fait vraiment partie des élites cooptées par l'oligarchie euro-atlantiste et notamment américaine. Ensuite, de 2006 à 2011, il a été catapulté président de la Banque centrale d'Italie. Il était donc à la tête, il était vice-président de Goldman Sachs International de 2002 à 2005, donc une banque privée américaine, et d'un seul coup, il est porté à la tête de rien moins que la Banque centrale d'Italie jusqu'en 2011. Puis, il a été nommé par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, il a été nommé de 2011 jusqu'à 2018 président de la Banque centrale européenne à Francfort pour s'occuper de l'euro et gérer la zone euro. Puis, il a cédé sa place après son mandat de 8 ans, de 2011 à 2019. Il a cédé sa place à Christine Lagarde. Et après quelques semaines où il a été nommé par le président de la République italienne, Sergio Mattarella, il a été nommé sénateur à vie. Eh bien, après cet interlude, il a été élu par les parlementaires italiens à la présidence du Conseil italien, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre français, même mieux, puisque c'est en fait le chef de l'exécutif, le président de la République italienne, n'ayant essentiellement qu'un rôle honorifique et non pas un rôle de chef de l'exécutif. Tout ceci nous a mené à 2021, où il a dû céder la place, en 2022, à Madame Giorgia Meloni, qui lui a succédé comme président du Conseil. Aujourd'hui, il devrait normalement, à 76 ans, couler une heureuse retraite, mais il n'en est pas question, semble-t-il, puisqu'il a en réalité des projets tout à fait précis sur l'Europe. Je précise que ce monsieur qui a une fusée pour son ascension dans sa carrière, est évidemment membre d'organisations mondialistes, au premier rang desquelles il est membre du club de Bilderberg. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques semaines ? Le 29 novembre dernier, alors qu'on pensait qu'il coulait une heureuse retraite du côté des lacs italiens, il a, à l'occasion de la publication d'un ouvrage, il a fait des déclarations qui ont fait sensation, puisqu'il a dit qu'il fallait, à son avis, que l'Union européenne devienne un État. Il a expliqué que l'Union européenne était dans une situation de crise telle que soit elle allait disparaître, soit si elle devait continuer, il fallait qu'elle franchisse un seuil tout à fait considérable, qu'elle devienne un État. Ça a fait quand même un certain bruit dans le landerneau, compte tenu de la personne dont il s'agit. Si c'était un propos de comptoir, on n'en parlerait pas. Si c'était Bayrou, ou si c'était Macron, ou si c'était je ne sais pas qui, ou Madame Valérie Ayer, tout le monde s'en ficherait. Mais non, là il s'agit de quelqu'un de très sérieux, puisqu'il est à des pontes
de l'oligarchie euro-atlantiste. Donc ces propos qui ont été tenus par Mario Draghi le 29 novembre 2023, qui ont été relayés au début décembre dans quelques journaux, notamment en France, sont des propos sur lesquels je reviendrai dans un instant, mais ils ne sont pas restés en fait lettre morte, puisque quelques semaines après, le 20 février 2024, donc il y a un peu plus d'un mois, il s'est rendu à Washington, et à Washington, il a développé tout un discours extraordinaire sur l'état de l'Union européenne, notamment la politique économique, monétaire et financière de l'Union européenne. Il a donc dressé un portrait d'un changement d'époque, où il a expliqué qu'avant nous étions confrontés à un choc de la demande, c'est-à-dire qu'il y avait une offre très importante et qu'il y avait une demande insuffisante, et que donc il fallait avoir des politiques accommodantes. Et puis maintenant, nous étions confrontés à un choc de l'offre, c'est-à-dire que la demande était supérieure à l'offre et que l'on voyait grimper le prix d'un certain nombre de matières premières ou du prix de l'énergie, et que donc il allait falloir réfléchir à un monde nouveau, avec la nécessité d'intervenir sur certains prix, avec la nécessité d'un retour vers un certain protectionnisme et vers une certaine souveraineté, et que pour tout ceci, expliquait-il dans son discours à Washington, eh bien il serait nécessaire d'avoir des politiques économiques, monétaires et financières en Europe beaucoup mieux, beaucoup plus coordonnées que jusqu'à présent, avec le sous-entendu, en conclusion, de revenir à ce qu'il avait dit déjà le 29 novembre, c'est qu'il faudrait que l'Europe devienne en fait un État. En fait, Mario Draghi est resté célèbre pendant ses 8 ans à la tête de la Banque centrale européenne pour avoir surmonté vaillamment les crises qui ont affecté l'euro, notamment la crise en Grèce et la crise à Chypre. À cette occasion, il a pris des décisions qui sont restées célèbres. Notamment, il a dit qu'il fallait intervenir pour sauver l'euro quoi qu'il en coûte, qui est une formule d'ailleurs qu'il avait héritée de son éducation chez les jésuites, quoi qu'il en coûte. Et en particulier, eh bien, il avait inventé la facilité Draghi, si l'on peut dire, c'est-à-dire que il a décidé que la Banque centrale européenne pourrait intervenir sur les marchés financiers pour acheter des obligations du Trésor, par exemple de la France, de l'Italie ou de la Grèce, des obligations du Trésor sur le marché secondaire, c'est-à-dire lorsqu'ils font des échanges, font l'objet d'échanges sur les marchés financiers, alors que normalement les traités européens, le traité de Maastricht, a interdit formellement à la Banque centrale européenne d'acquérir des obligations des États membres de la zone euro. Donc il a en fait tordu le sens du traité. Certes, la BCE n'achète pas directement des obligations lorsque un État les émet, et donc lorsque un État fait des emprunts, mais la Banque centrale européenne, depuis Mario Draghi, peut en acheter lorsque un tel fonds d'investissement qui a acheté en première main, si l'on peut dire, les obligations d'État, les revend sur le marché financier. C'est peu dire que c'est contraire non seulement à la lettre, mais à l'esprit même du traité de l'Union européenne, du traité de Maastricht. Ça prouve que les élites occidentales, lorsqu'elles veulent absolument maintenir, coûte que coûte, l'euro et l'Union européenne, sont capables de tordre les traités. Alors c'est la raison pour laquelle cet homme qui est resté avec la réputation d'avoir sauvé l'euro, sauvé provisoirement, puisque depuis lors les évolutions du solde de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro sont extrêmement, évoluent de façon tout à fait divergente. On le voit avec les graphiques de Target 2, où d'un côté vous avez le solde de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Finlande et du Luxembourg qui ne cesse de grimper avec des fluctuations, mais qui ne cesse de grimper vers le haut, tandis que vers le bas, vous avez des pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, qui eux ne cessent de se dégrader. Alors, j'en reviens à Mario Draghi et donc sa déclaration la plus importante sur le fait qu'il est favorable à un État, à ce que l'Union européenne devienne un État. C'est d'autant plus à prendre en considération que l'on apprend ces jours-ci, il y a une petite musique qui apparaît selon laquelle, eh bien en fait, contrairement à ce que l'on pense, Madame Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a annoncé sa candidature pour faire un deuxième mandat,
elle pourrait peut-être ne pas être retenue par les dirigeants européens et en revanche, elle pourrait céder la place à Mario Draghi. Ça nécessite une petite explication. Vous savez que le président ou la présidente de la Commission européenne est quelqu'un qui a un énorme pouvoir du fait des pouvoirs maintenant qui ont été donnés, traité après traité, à la Commission européenne, dont je rappelle elle exerce à la fois un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, elle a même le monopole de la formulation des projets de directives, c'est-à-dire des projets de loi, et même la Commission européenne a un pouvoir judiciaire, puisque c'est elle qui édicte des sanctions contre des États récalcitrants qui ne veulent pas appliquer telle ou telle directive. Donc le président ou la présidente de la Commission européenne, depuis maintenant quelques traités, est élu formellement par les députés européens lorsqu'il y a des élections. Il va y avoir des élections le 9 juin. Après, dans les semaines qui suivront le 9 juin, les eurodéputés éliront le président de la Commission européenne. Mais ça, c'est pour présenter ça aux enfants des écoles. En réalité, les choses se passent autrement. En réalité, le président qui est soumis au vote du Parlement européen a été auparavant présélectionné par les chefs d'État et de gouvernement. Et même présélectionné par le président de la République française et le chancelier d'Allemagne. On l'avait vu justement en 2019. En 2019, le candidat officiel du Parti populaire européen, auquel revenait le poste de président de la Commission européenne, puisqu'il est acté que désormais le président de la Commission européenne doit émaner du groupe qui a le plus de députés au Parlement européen, en l'occurrence le Parti populaire européen. On peut être l'équivalent des Républicains, de la CDU allemande ou des chrétiens-démocrates italiens, etc. Donc il est acté que le président de la Commission européenne est choisi dans ce groupe. En 2019, c'était un certain Manfred Weber qui était prévu pour être choisi comme étant le nouveau président de la Commission européenne. Sauf que l'on avait appris que M. Emmanuel Macron y avait mis son veto. On n'a jamais très bien su pourquoi Emmanuel Macron y avait mis son veto. On ne sait pas pourquoi. Moi, j'ai ma petite explication qui est peut-être complotiste, mais j'y tiens quand même. Je pense que Macron est intervenu à la demande d'un tiers, le tiers en question ne pouvant être que les États-Unis d'Amérique, pour en fait écarter M. Manfred Weber, qui n'était peut-être pas assez souple vis-à-vis de Washington. Parce qu'il ne faut jamais oublier que tout ce qui se passe au sein de l'Union européenne se passe sous le regard scrutateur très vigilant des autorités de Washington. Et donc, comme par hasard, on a écarté Manfred Weber, et comme par hasard, Emmanuel Macron et la chancelière Merkel étaient tombés d'accord sur une dame, Madame Ursula von der Leyen, qui avait été ministre de la Défense, qui avait été de l'Allemagne, qui était membre de la CDU, donc du groupe PPE, et qui était en fait n'avait pas donné satisfaction, elle ne maîtrisait pas ses dossiers, elle était incompétente, elle avait fait des bourdes et en plus de ça, elle était connue pour être corrompue. C'était évidemment une recrue de choix pour les européistes de nommer des gens incompétents et corrompus. Ce sont les critères de sélection pour accéder aux plus hautes fonctions dans l'univers qui est actuellement celui de l'Europe sous domination américaine. Et donc, Macron et Madame Merkel s'étaient tombés d'accord pour chasser Manfred Weber et retenir Madame Ursula von der Leyen, qui avait été la seule à être présentée au Parlement européen, lequel effectivement avait élu la présidente de la Commission européenne, mais il n'avait pas le choix, il n'y en avait qu'un seul candidat. Il n'est pas impossible donc qu'après les élections du 9 juin prochain, à supposer que le Parti populaire européen conserve une avance sur les autres groupes, ce qui n'est pas certain, à supposer qu'il y ait ça, ça serait donc un candidat présenté par le PPE qui devrait être élu. Le PPE a déjà fait savoir le 7 mars de cette année, là, il y a une quinzaine de jours, que son choix se portait sur Madame von der Leyen, qui est donc candidate à faire un deuxième mandat de 5 ans. Sauf que, comme pour Manfred Weber, il se pourrait bien que les chefs d'État et de gouvernement écartent Madame von der Leyen et décident de proposer la candidature de M. Mario Draghi. Et comme d'ailleurs pour Madame von der Leyen, ceci se ferait
avec l'approbation tacite, sinon la demande tacite de Washington qui supervise l'exécution. Bon, alors, est-ce que tout ce que je viens de vous dire là va se produire? Je ne vais pas me mettre non plus ma main à couper, parce que ça fait partie, j'exerce mon cerveau pour essayer de comprendre ce qui se passe et ce qui se trame. Peut-être que je serai démenti par les événements. Mais enfin, tout va dans le même sens de ce que monsieur Mario Draghi est préparé pour succéder à madame von der Leyen. Et il y a de nouveaux événements qui sont venus accréditer encore cette hypothèse et donc renforcer mon hypothèse, c'est que d'un seul coup, vous l'avez noté depuis quelques jours, madame Ursula von der Leyen est l'objet d'attaques incessantes dans la presse mainstream, ce qui est tout à fait nouveau. Auparavant, il y avait eu, il y avait, par exemple, sur l'affaire des 41 milliards d'euros avec Bourla pour les injections Pfizer, la presse a dit oui, il y a des petits problèmes. Enfin, ils ne l'ont pas attaqué. Alors que cette fois-ci, il y a des attaques qu'on trouve dans toute la presse et dans la presse mainstream, dans Le Monde, dans Libération, ils en ont fait des tonnes. Avec Jean Quatremer, c'est fait une spécialité de flinguer madame von der Leyen. Sur BFM TV, etc. Tous les grands médias du système euro-atlantiste, d'un seul coup, c'est haro contre madame von der Leyen. Et pourquoi donc? Parce que madame von der Leyen, donc qui est la candidate à sa réélection, a nommé, il y a quelques jours, un type qui s'appelle Markus Pieper, qui est un Allemand, qui fait partie de la chrétienne démocratie allemande, donc du même parti que madame von der Leyen, et qui, il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, a annoncé qu'il voterait en faveur d'un deuxième mandat à madame von der Leyen. Ce monsieur est nommé, pendant que madame von der Leyen en a encore le pouvoir, il est nommé à un poste qui est, je crois, très bien rémunéré, du style 20 000 euros, 22 000 euros par mois. Alors, ce qui est donc nouveau, c'est que ça fait partie de ce népotisme ambiant, ça fait partie de ces détournements de fonds qui sont bien connus au sein de la Commission européenne. Mais ce qui est nouveau, c'est que d'un seul coup, 4 commissaires européens se sont manifestés et ont fait savoir à la presse qu'ils n'acceptaient pas cette nomination. Et les 4 commissaires en question, c'est le commissaire français Thierry Breton, chargé du marché intérieur, dont il est un secret de polichinelle de savoir que c'est vraiment l'homme euro-atlantiste par excellence, c'est un homme des Américains. Deuxièmement, il y a le commissaire espagnol, monsieur Josep Borrell, qui est haut commissaire chargé de la politique étrangère et de la sécurité. Troisièmement, il y a le commissaire luxembourgeois, M. Nicolas Schmit, qui a une délégation, qui est commissaire à l'emploi. Et enfin, le commissaire italien, Paolo Gentiloni, qui est un ancien président du Conseil italien, qui est commissaire chargé de l'économie. Si ces 4 commissaires, d'un seul coup, décide de faire un scandale sur cette nomination, alors qu'il y en a eu des dizaines d'autres, ça ne sort pas d'un chapeau. Ça veut dire qu'ils ont le même commanditaire qui leur a dit « il faut flinguer von der Leyen ». Voilà. On assiste exactement à un régime totalitaire. Ça fait exactement penser à ces soudains changements de fortune que l'on constatait par exemple dans l'Union soviétique, où un proche de Staline, d'un seul coup, tombait dans les poubelles de l'histoire et les peuples apprenaient d'un seul coup qu'il y avait quelqu'un qui auparavant était au premier rang des honneurs, puis d'un seul coup on n'avait plus le droit d'en parler. On effaçait sa photo sur les photos officielles par des procédés de maquillage. Voilà. Et d'un seul coup, on apprenait qu'il fallait surtout plus en parler. On a vu ça dans le régime stalinien. On le voit régulièrement avec le régime de la République populaire de Chine. D'un seul coup, il y a eu récemment un ministre des Affaires étrangères qui a été brutalement limogé, ministre de la Défense qui a également été limogé. On l'a vu aussi, on le voit régulièrement en Corée du Nord, où d'un seul coup, il y a quelqu'un qui disparaît des écrans radars. Et donc, le même procédé est actuellement à l'œuvre, ce qui donne à penser, effectivement, ce qui confirme que la construction européenne est bel et bien, dans son essence, un état d'inspiration totalitaire, avec des commanditaires que l'on ne voit pas et qui décident de faire monter ou de pointer vers le bas, vous savez, comme un empereur romain qui pointe vers le bas le pouce pour signifier qu'il veut la mort, eh bien qu'il veut la mort. Voilà. Donc on va voir dans les semaines qui viennent, mais il est assez vraisemblable que l'orchestration actuelle ne sort pas d'un chapeau,
que l'oligarchie euro-atlantiste a décidé de virer Ursula von der Leyen. Il est vrai qu'elle a une réputation désormais épouvantable, donc il est de salubrité publique de s'en débarrasser. Et si on s'en débarrasse, ça ferait la place nette à Mario Draghi. Voilà, qui vivra, verra. Les bruits de couloir ne cessent de bruisser de cette rumeur. Madame von der Leyen serait donc écartée. Elle deviendrait peut-être la présidente du Parti populaire européen au Parlement européen en remplacement justement de M. Manfred Weber, qu'elle avait déjà remplacé puisqu'il était candidat à la candidature au poste de président de la Commission européenne. Il n'est pas impossible qu'elle termine comme ça. Et il n'est donc pas impossible que M. Mario Draghi devienne présidente de la Commission européenne. C'est dire si les propos qu'il a tenus doivent être vraiment examinés à la loupe. Et qu'est-ce qui se passerait donc si la France, les autres pays de l'Union européenne, appartenant à l'Union européenne, d'un seul coup, consentaient à ce que l'Union européenne devienne un État? Il faut savoir qu'actuellement, l'Union européenne n'est pas un État. C'est une organisation internationale qui a la personnalité juridique, mais qui n'est pas un État. C'est une organisation comme par exemple l'Organisation des Nations Unies, l'AsEAN, l'Organisation des Nations d'Asie du Sud-Est, l'Organisation du Mercosur en Amérique latine, etc., etc. Si l'Union européenne devenait un État, ce qui signifie qu'il faudrait changer les traités européens, ce qui signifie l'accord des 27 gouvernements puis des 27 parlements. Ça n'est donc pas encore fait. Mais si l'Union européenne devenait un État, la conséquence serait quoi? Alors, il est utile à cette occasion que je fasse un petit rappel. L'ONU a été créée par une charte qu'on appelle la Charte de San Francisco, qui a été signée en fin juin 1945 et qui est entrée en vigueur le 24-25 octobre 1945. Dans cette charte, il y a essentiellement, au sein de l'ONU, il y a toute une série d'institutions, des organisations rattachées, mais l'ONU elle-même est composée de l'Assemblée générale, où il y a tous les États du monde qui sont membres des Nations unies. Aujourd'hui, il y en a 193. Il y a quelques très rares États qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations unies, par exemple Taïwan, l'État qui n'est pas reconnu comme un État indépendant, notamment par la République populaire de Chine. Mais le nombre d'États est très faible qui ne sont pas à l'ONU. C'est parce qu'en général, ils ne sont pas reconnus comme tels par d'autres États. Par exemple, l'État palestinien n'est pas un État membre de l'Organisation des Nations unies. Il y a d'ailleurs actuellement des conversations, des négociations dans les coulisses. Certains pensent qu'il faudrait que l'État palestinien soit reconnu comme un État de plein droit de l'Organisation des Nations unies, ce pourquoi personnellement je suis favorable, puisque j'ai déjà eu l'occasion de signaler que nous étions favorables à l'UPR, à l'application du droit international actuel qui prévoit qu'il y ait deux États en Palestine avec l'État d'Israël qui soit coexistant avec l'État palestinien. Alors ça, c'est l'Assemblée générale des Nations unies où il y a 193 États et qui peuvent voter des résolutions, notamment, et devant lesquelles planchent tous les chefs d'État ou de gouvernement ou les ministres des Affaires étrangères du monde entier chaque automne pour définir un petit peu quelle est leur politique nationale respective, entre autres choses. Et puis il y a une instance suprême qui s'appelle le Conseil de sécurité des Nations unies, qui est un peu le gouvernement, si l'on peut dire. Et cette instance suprême a un pouvoir très important, puisqu'elle a le pouvoir d'abord de prendre des résolutions, les résolutions du Conseil de sécurité qui ont force de loi en termes de droit international, normalement, même si certains États refusent de les appliquer, et également de mettre en œuvre ce qu'on appelle le chapitre 7 de la Charte des Nations unies. Le chapitre 7 prévoit donc des actions éventuellement militaires de l'ONU en envoyant des casques bleus, c'est-à-dire des soldats de l'ONU ayant un casque bleu, avec marqué dessus UN pour United Nations, et qui vont essayer de séparer des belligérants. Et puis le Conseil de sécurité peut donc décider d'intervenir dans ce cas-là. Alors, ce Conseil de sécurité comporte 15 membres. Et évidemment, pas être membre du Conseil de sécurité est quelque chose qui est très désirable, puisque ça veut dire faire partie des quelques pays qui peuvent imposer des résolutions à l'ensemble du monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1945, il a été défini qu'il y aurait donc 15 membres,
5 membres permanents et 10 membres non permanents qui changeraient tous les 2 ans, avec un mandat de 2 ans et avec une répartition entre les continents. C'est-à-dire que sur les 10 États membres, eh bien, il y en aurait 2 pour l'Amérique latine, 2 pour l'Afrique, 2 pour l'Asie, 1 ou 2 pour l'Océanie, et puis le reste, Moyen-Orient, etc. Donc c'est une espèce de répartition pour que tout le monde entier soit représenté. Et puis également 1 ou 2 pour l'Europe. Alors, le Conseil de sécurité, depuis 1945, comporte 5 États. Et en 1945, les 5 États qui ont eu le siège permanent au Conseil de sécurité, ce qu'on appelle les grandes puissances, ils ont de surcroît un autre pouvoir considérable, c'est le droit de veto. Ils peuvent mettre leur veto à l'adoption d'une résolution. Donc ça fait vraiment d'eux les 5 grands, comme on dit, les 5 grandes puissances du monde. Quelles étaient ces 5 grandes puissances en 1945 ? Eh bien, les 5 puissances qui faisaient partie des puissances victorieuses, des nations unies contre qui ? Contre l'Allemagne nazie, l'Italie mussolinienne et le Japon militariste, c'est-à-dire en fait contre l'Axe. D'ailleurs, l'Allemagne, l'Italie, le Japon sont entrés plus tard que les autres à l'ONU. L'Italie, de mémoire, et le Japon sont entrés à l'ONU en 1955, c'est-à-dire 10 ans après la création de l'ONU. Quant aux Allemagnes, elles ne sont entrées qu'en 1973, avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, lorsqu'il y a eu l'accord de l'URSS. Alors, quelles étaient ces 5 puissances victorieuses ? Premièrement, les États-Unis d'Amérique. Deuxièmement, l'Union soviétique. Je rappelle qu'on est en 1945. Troisièmement, la Chine, qui à l'époque est dirigée par le Kuomintang, avec le drapeau du Kuomintang, qui est aujourd'hui le drapeau de l'île de Taïwan. Quatrièmement, la France. Et cinquièmement, le Royaume-Uni. Ce sont eux les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Alors, maintenant, si l'Union européenne devenait un État, quelles en seraient les conséquences ? Les conséquences immédiates, c'est qu'il y a 27 États des Nations Unies qui disparaîtraient. On retirerait leur chevalet sur leur table, sur leur place, au sein de l'Assemblée générale. C'est les 27 membres de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Pays-Bas, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, qui disparaîtraient. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, les États-Unis d'Amérique, ils ont un siège et un seul. Il n'y a pas un siège pour le Colorado, la Californie, la Floride, le Wyoming, le Texas, l'État de New York, le Rhode Island et le Tennessee. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a un seul siège pour les États-Unis d'Amérique. Voilà, de la même façon qu'il y a un seul siège pour l'Inde et non pas pour les différents États de l'Union indienne, où vous avez le Maharashtra, le Karnataka, l'Uttar Pradesh, etc., etc. Non, il y a un seul siège pour l'Inde. Donc si l'Europe devenait un État, par exemple les États-Unis d'Europe, comme certains rêvent comme ça, sans réfléchir que ça les devienne, eh bien donc les 27 États disparaîtraient de l'Assemblée générale. Et qu'est-ce que ça donnerait au Conseil de sécurité ? Reprenons la composition actuelle. La composition actuelle, elle a varié par rapport à 1945, puisqu'il y a eu des évolutions, notamment en Chine et en Union soviétique. On a ici, c'était la composition de 1945. Je rappelle qu'en 1971, la République populaire de Chine a succédé, le régime de la République populaire de Chine a succédé au régime de Taïwan. Il y a eu un vote à l'Assemblée générale des Nations unies. Auparavant, c'était bloqué par les États-Unis. Mais en 1971, les États-Unis ont levé leur veto. Et donc, le régime de Pékin a succédé au régime de Taïwan, de telle sorte que le siège de la Chine a été dévolu à la République populaire de Chine, exit le drapeau du Kuomintang, qui maintenant est celui de l'île de Taïwan. Et puis, deuxième évolution, en 1991, l'Union soviétique s'est désintégrée, et donc il y a eu toute une quinzaine de républiques qui sont émergées des décombres de l'URSS. La république la plus importante en superficie et en population étant la République socialiste fédérative de Russie, bien entendu, et c'est elle à laquelle ont été dévolus à la fois les armements nucléaires de la défunte URSS, mais également a été donné le siège au Conseil de sécurité, autrefois appartenant à l'URSS, donc exit le drapeau de l'URSS, arrivée du drapeau
de la Russie nouvelle, de la Russie que nous connaissons aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passerait si l'Union européenne devenait un État ? Et nous aurions donc toujours les États-Unis, toujours la Russie, toujours la République populaire de Chine, et cette fois-ci, c'est le drapeau français qui disparaît, le drapeau de la République française, qui est remplacé par l'Union européenne. Et enfin, il reste le Royaume-Uni. Alors, je m'adresse ici à vous. Vous savez, on dit de façon plus ou moins plaisante, les gens qui connaissent notre histoire parlent des Britanniques et du Royaume-Uni comme de la perfide Albion. Les Britanniques voient toujours le coup d'après. En fait, le fait d'être sortis de l'Union européenne les prémunit d'être ravalés au rang de puissance inexistante. Dans le schéma existant, le fait que nous restions dans l'Union européenne, si nous allons dans ce que dit Mario Draghi, ça veut dire qu'à horizon de quelques années, surtout si les dirigeants français baissent les bras comme ils les ont toujours baissés, surtout si la France est dirigée par un traître à la patrie comme est Emmanuel Macron, dont 80% des Français ont compris qu'il n'est pas là pour servir les intérêts de la France et du peuple français, mais les intérêts d'une oligarchie euro-atlantiste qui, entre autres choses, rêve de détruire la France, de détruire l'influence française, la langue française, tout ce qui a fait obstacle à l'impérium anglo-saxon, eh bien, il se peut que dans quelques années, et assez rapidement, et on peut compter sur Macron ou sur Bardella ou sur Madame Marion Maréchal ou sur tous ces gens qui veulent rester coûte que coûte dans l'Union européenne, eh bien, on peut tabler sur le fait que nous ne serons plus une grande puissance, tandis que le Royaume-Uni, lui, qui a eu la sagesse de sortir de l'édifice Union européenne tant qu'il en était encore temps, garderait son statut de grande puissance. Ça n'est pas tout. Si l'Union européenne devient un État et que les États-nations à l'intérieur de l'Union européenne donc deviennent des États fédérés, l'équivalent de canton suisse, eh bien il pourrait leur arriver exactement ce qui a pu se passer par exemple en Suisse en 1978-1979. Chez nos amis helvétiques, il y a, je crois, 26 cantons. Il y avait un canton qui était le canton de Berne, qui était un canton très important, et dont la partie nord-ouest était peuplée de francophones, de Romandie, comme on dit chez nos amis suisses, alors que le reste était plus peuplé, et est peuplé de germanophones dans le canton de Berne. Et les habitants de cette partie du canton de Berne qui étaient francophones, et qui ont eu une histoire particulière, eh bien, avaient une revendication depuis un certain nombre d'années, même de décennies, de former eux-mêmes un canton spécifique. Et finalement, après un certain nombre de rebondissements qu'il est un peu oiseux de rappeler ici, eh bien, il y a eu une votation en 1978, et il a été décidé, par la volonté de la population de ce morceau de canton, qu'il formerait un nouveau canton, le canton du Jura, qui a donc entré formellement avec sa souveraineté en tant que canton helvétique au sein de la Confédération le 1er janvier 1979. Ce qui s'est passé en Suisse à cette occasion pourrait très bien se passer lorsque l'Union européenne serait devenue un État avec des États fédérés. Puisque la France ne serait plus qu'un État fédéré parmi d'autres, qu'elle n'aurait perdu sa souveraineté nationale et internationale, elle n'aurait plus sa monnaie, elle n'aurait plus son siège au Conseil de sécurité, ça ne serait finalement plus qu'une province, rien n'empêcherait que la collectivité européenne d'Alsace devienne, en fait, un nouvel État fédéré, se sépare de l'État fédéré France, comme le canton du Jura s'est séparé du canton de Berne. D'ailleurs, Macron fait tout pour qu'il en soit ainsi, puisque déjà François Hollande avait été dans la direction de supprimer les départements en Alsace pour créer une collectivité européenne d'Alsace, mais les Alsaciens l'avaient refusé par référendum en 2013. Macron l'a fait en 2019 dans le dos des Alsaciens et des Français. Et aujourd'hui, nous avons en Alsace une collectivité européenne d'Alsace. Tout est prêt pour que
demain ou après-demain ou dans quelques années, eh bien, il soit décidé qu'en fait, la collectivité européenne d'Alsace est un nouvel État fédéré, à égalité avec, par exemple, la Belgique, le Luxembourg ou le reste de la France, devienne un 28e État fédéré de l'État des États-Unis d'Europe. Et donc que Strasbourg traite directement avec Bruxelles. Ça serait la fin, tout simplement, de l'Alsace française. Ce qui se passerait pour l'Alsace pourrait très bien se passer avec la Corse. Vous avez noté que M. Macron, dans le dos des Français, dans le dos même d'une grande partie de la population corse, est en train de concocter un énième statut d'évolution de pouvoir à la Corse. Tout se passe comme si, en fait, Emmanuel Macron préparait la scission, la séparation de la Corse, qui deviendrait un nouvel 29e État fédéré au sein de l'Union européenne. Donc il y a effectivement des indépendantistes corses. D'ailleurs, tous ceux qui votent pour les indépendantistes ne sont pas indépendantistes, c'est encore une autre histoire. Mais il y a une large majorité en Corse de Corses qui ne veulent pas de l'indépendance de la France. Mais peu importe. En fait, nous allons dans cette direction. Et Jean-Guy Talamone, qui a dit, il y a maintenant une vingtaine d'années, « Je verrai de mon vivant une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne ». Notez bien sûr, que c'est une indépendance factice. C'est-à-dire que la Corse ne serait pas plus indépendante qu'elle ne l'est maintenant, elle ne serait au contraire bien moindre, puisqu'elle serait sous la tutelle féroce de l'Union européenne, de Bruxelles, et derrière Bruxelles, de l'oligarchie euro-atlantiste. Ce qui est vrai de la collectivité européenne d'Alsace ou de la Corse pourrait s'étendre à la Bretagne, au Pays basque, à la Catalogne espagnole et française, etc., etc. En réalité, et c'est ce sur quoi j'attire votre attention, M. Mario Draghi est en train de préparer cela, dans le dos du peuple français. Il y a en fait 4 grands sujets énormes pour ces élections européennes. Il y a l'avenir de la zone euro et de notre endettement exponentiel. Il y a la guerre avec la Russie et notre position sur l'Ukraine. Il y a la politique migratoire délirante de la Commission européenne qui s'est fixée pour objectif de faire entrer 4 millions de nouveaux migrants chaque année au sein de l'espace Schengen. Et puis il y a enfin non seulement l'élargissement, mais aussi le morcellement et la destruction programmée des grands États-nations dans le cadre d'une Union européenne qui serait devenue un État. Ce dernier sujet est peut-être le plus important finalement, puisqu'il touche directement à l'existence même de la France. Notez bien que si l'Alsace ou la Corse ou la Bretagne devenaient des États fédérés, on aurait des bonnes âmes qui promouvraient chez ces différentes régions les langues locales comme le brozonec, qui d'ailleurs ne représentait traditionnellement qu'une toute petite partie de la Bretagne, la partie littorale, mais pas l'intérieur, où l'on parlait le gallo. On promouvrait l'apprentissage de la langue corse en Corse, de l'alsacien en Alsace, mais surtout et bien sûr, la promotion serait celle de l'anglo-américain comme langue de travail et comme langue permettant de converser avec les autres États fédérés de l'Union européenne. Donc en fait, les Corses ne retrouveraient pas la Corse. Ils auraient une Corse complètement soumise à Washington et complètement américanisée, ayant perdu progressivement ses spécificités corses pour se transformer en une espèce de folklore abattardi. Ce serait également ce qui prendrait au nez des Alsaciens, des Bretons, ou bien des Catalans, des Basques, et j'en passe. Le grand sujet de notre époque, c'est celui-ci. Est-ce que oui ou non, les Français vont laisser détruire la France? Et ce ne sont pas des propos inouïs, exagérés, excessifs, etc. Non, c'est maintenant que ça se pose, parce que c'est maintenant que M. Mario Draghi commence à pointer le museau, et bien entendu, il a le soutien de Washington et de toute l'oligarchie euro-atlantiste derrière lui, qui constate que l'ensemble de l'Union européenne est en train de s'effondrer,
va vers un destin à la soviétique à la fin de l'URSS, et donc pour forcer le destin, veulent forcer cet ensemble à devenir un État et à détruire les États-nations. C'est le grand sujet de notre époque. Est-ce que ça passerait comme une lettre à la poste? Certainement pas, puisque, comme vous le savez, pour changer les traités européens, il faut l'accord de 27 gouvernements et de 27 parlements. Même si des gouvernements, comme le gouvernement français actuel, sont des traîtres et seraient prêts à saborder la France, il est vraisemblable qu'un certain nombre de pays s'y opposeront ou feront de la résistance. On entre dans une zone de tous les dangers. Il appartient au peuple français de le comprendre bien à fond, de bien réaliser ce que ça signifie, et il appartient au peuple français d'en tirer les conséquences. Tirer les conséquences, ça veut dire qu'il faut que le 9 juin prochain, le plus grand nombre possible d'entre vous aillent voter pour les élections européennes, pour la seule et unique liste qui leur parle de ça, et je parle de l'Europe des régions depuis maintenant 17 ans, pour la seule liste qui leur explique ce qui est en train de se passer, et aillent voter pour ma liste, la liste Asselineau, notre liste, la liste de l'UPR, la liste de l'UPR pour le Frexit, pour le pouvoir d'achat, pour la paix et pour l'unité nationale. Vive la République, à bas l'Union européenne et vive la France.